Merci Francine. Après le magnifique panorama de la rétine en coupe avec toutes ses couleurs, et bien maintenant topo disruptif qui nous remet en cause tout ce qu'on pensait. Et donc maintenant Stéphanie nous présente l'effet de l'illuvien dans la rétinopathie diabétique. Merci. Bon, c'est difficile de passer après parce que là je vais dire un peu ce qu'on passe en termes de traitement et pour lequel finalement on ne comprend pas tout ce qu'on fait. Donc vous connaissez l'acétonide de fluocinolone ou illuvien qui est le nouveau traitement dans l'œdème maculaire diabétique. Et là en fait on a corrigé des cas de plus de 100 patients par le biais du CFSR. Voilà, donc dans les études de vraie vie, dans la plupart qui sont publiées, qu'elles soient rétrospectives ou prospectives, vous en avez qui ont pas mal de patients et d'autres pas. La seule différence qu'on a en France, c'est qu'avant de prescrire de l'acétonide de fluocinolone, on prescrit d'abord de la dexaméthasone pour voir un peu son efficacité par rapport aux corticoïdes. Voilà, c'est pareil, corticoïdes en groupe ou pas. Et surtout aussi les résultats par rapport à l'API. Donc c'est une petite spécificité de savoir un peu est-ce qu'on a des bons résultats chez des patients qu'on a déjà pré-traités par un plan de dexaméthasone avec le passage à l'acétonide de fluocinolone. Donc c'est une étude du CFSR rétrospective où on a envoyé en fait des fichiers de recueil à toute la base de données médecins du CFSR, qui est le club francophone des spécialistes de rétine, et on a demandé de collecter en fait les implants injectés avec un recul de 6 mois en France. Bon, on a été un peu pénalisé par la pandémie. Mais on a quand même réussi à récupérer donc 113 aux yeux de 86 patients avec un suivi moyen de 7,6 mois, avec un âge moyen de 69 ans, 27 patients avec des injections bilatérales, sont surtout des femmes, des patients retraités pour 83%, et on a regardé un petit peu quelques notions de mobilité donc qui viennent en transport aidé et qui sont en général assez isolés puisqu'ils viennent non accompagnés. Donc ce sont des patients qui sont diabétiques de type 2 pour 89% des cas, avec une ancienneté de diabète qui est quand même assez élevée, à 21,9 ans. Les patients sont de type 2 mais quand même sous insuline pour 62% des cas. Et l'œdème maculaire est présent depuis 71,8 mois en moyenne et l'hémoglobine glyquée est à 7,4, ce qui est quand même pas mal pour une population de patients diabétiques. Il y a une hypertension artérielle associée dans 70% des cas. Et au niveau du stade de la rétinopathie diabétique, la plupart des patients ont une PRP dans 64% des cas. On avait quand même dans l'étude, de façon assez surprenante, 5,6% des patients qui étaient traités pour un œdème maculaire diabétique, mais qui avaient une rétinopathie diabétique proliférante. Donc les antécédents ophtalmologiques des patients, avant l'injection d'acétonide de fluocinolone, 91% des patients étaient pseudo-phac, en moyenne 5 ans avant l'injection d'acétonide de fluocinolone. 23 patients sur 90, soit 25,6% avaient déjà un traitement hypotonisant. Donc la plupart des patients c'était une monothérapie, mais attention, il y a quand même eu des patients qui étaient inclus, traités par acétonide de fluocinolone et dexaméthasone qui étaient déjà sous trithérapie, voire diamox. Ce sont des patients qui ont déjà eu des antécédents de laser maculaire et évidemment 100% des patients avaient déjà été traités par un plan de dexaméthasone avec une moyenne quand même de 6 implants et un délai moyen de récidive de diabète, de l'œdème maculaire diabétique de 14 semaines. Certains patients, c'était au tout début en fait, avant l'arrivée de l'implant de dexaméthasone, avaient été traités par triamcinolone. Ce sont aussi des patients qui avaient été traités par anti-VEGF, avec 63% de patients ayant déjà eu du ranibizumab, 43% de la fibre 7 avec un nombre moyen d'injections par œil de 8 injections d'anti-VEGF. Donc voici en fait les caractéristiques des patients avant l'injection. Donc l'acuité visuelle moyenne était de 54 lettres TDRS pour une pression de 14 mm de mercure et une épaisseur rétinienne de 454 microns. Donc l'évolution de l'acuité visuelle était stable. On a des moments où on a une augmentation de l'acuité visuelle. Alors le problème c'est que sur le M12 on avait moins de patients, donc on ne peut pas tester forcément tous les seuils de significativité. Mais en tout cas l'acuité visuelle ne s'effondre pas, elle est bonne et elle progresse même un petit peu. Sur l'épaisseur rétinienne, on voit bien qu'il y a une diminution de l'épaisseur rétinienne dès le premier mois qui reste stable sur la durée de suivi des patients. Et enfin, sur ces 113 yeux, on n'a pas eu d'écart de pression pendant toute la durée de l'étude, même si vous regardez les déviations standards, la tension reste bien maîtrisée. En analyse univariée, on a regardé un petit peu les facteurs qui pouvaient agir sur l'acuité visuelle. Eh bien, il s'agissait de l'âge, de la présence d'une hypertension artérielle et de l'ancienneté du diabète maculaire,
enfin de l'œdème maculaire, et sur l'épaisseur rétinienne uniquement la survenue d'une hypertension artérielle. En analyse multivariée, seule l'ancienneté de l'œdème maculaire diabétique était un facteur qui pouvait impacter l'acuité visuelle. On a regardé aussi donc, les traitements additionnels. On avait un traitement additionnel pour 37 patients sur 113, soit 32,7%, avec un délai moyen de 113 jours. Vous voyez ici la répartition des traitements additionnels qui se retrouvent surtout au début. Bon, après, on a un suivi que de 1 an. Et la plupart des traitements additionnels étaient de la dexaméthasone puis des anti-VEGF. On n'a pas retrouvé de facteur prédictif de recours à un traitement additionnel. Et attention, dans l'analyse des résultats, on a en fait deux groupes de patients. On a des patients pour lesquels, quand l'acétonide de fluocinolone a été injecté, il y avait déjà un œdème qu'il a fallu ensuite assécher, et d'autres patients pour lesquels la rétine était sèche parce que l'injection d'acétonide de fluocinolone a été calculée par rapport à l'injection de dexaméthasone pour que le temps que l'acétonide de fluocinolone agisse, on ait encore l'effet de la dexaméthasone afin d'éviter un effet yo-yo. Donc vous avez parfois en fait des délais entre le dernier dexaméthasone et l'acétonide de fluocinolone qui était très faible, ou un dexaméthasone qui a été fait juste après l'acétonide de fluocinolone, justement pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'effet yo-yo et qu'il n'y ait pas reprise de l'œdème avant l'injection et l'efficacité de l'acétonide de fluocinolone. Ce qu'on observe aussi, ce sont les mêmes patients qui récidivent. Donc, il y a eu pour certains patients un traitement additionnel 2, puis 3, puis 4, puis c'est normal. Si jamais il y a une difficulté, si on reprend un autre traitement, et bien on se retrouve en fait avec la même durabilité du traitement telle qu'elle était avant. Pour ces patients-là. Donc, on a 67%, donc 25 des 37 qui ont eu un traitement additionnel 2, puis 21 des 25 et 23, et 9 des 21, un quatrième traitement additionnel. Un type de complication, une cataracte, un M8 pour, sur les 113 yeux, un mix et un SLT. Donc la discussion, en tout cas la conclusion est assez courte pour l'instant. Ça marche, l'acuité visuelle est stable, on a une bonne tolérance positionnelle, on a une bonne diminution de l'épaisseur rétinienne centrale, on a un traitement additionnel en 32,7% des cas, mais là c'est encore à pondérer en fait en fonction des pratiques. Donc, comme je vous le disais au tout début, en fait on attendait la récidive de l'œdème pour traiter par acétonide de fluocinolone. Maintenant on encadre, c'est-à-dire qu'en fait l'implant de dexaméthasone permet de voir un petit peu comment fonctionne et combien de temps ça dure sur le contrôle de l'œdème, et on injecte l'acétonide de fluocinolone afin justement que les deux courbes se croisent et qu'il n'y ait pas de récidive de l'œdème pour la mise en route de l'acétonide de fluocinolone. Et enfin, c'est l'ancienneté de l'œdème maculaire diabétique qui impacte les résultats d'acuité visuelle. Voilà, je vous remercie. Mais j'avais une question pour Francine. Francine, est-ce que tu regardes aussi les récepteurs par rapport dans le trabéculum pour la PIO aux différents types de corticoïdes? Allergan a beaucoup publié là-dessus, ils ont regardé, donc effectivement il y a des récepteurs, c'est surtout le récepteur GRA qui va être associé, c'est compliqué. Il y a peut-être des effets aussi du récepteur minéralo sur la pression. Mais du coup, est-ce qu'il y aurait, comme dans la rétine en fait, en fonction du corticoïde utilisé, des récepteurs différents? Ça c'est publié en fait, c'est Allergan qui a fait ses travaux, ils ont montré complètement, ouais. Donc en fait, c'est pas choquant de faire une association dexaméthasone, acétonide de fluocinolone sur la pression? Pas du tout, non, c'est pas du tout ça choquant, non, pas du tout. Parfait.